Bien, bonjour à tous. Voilà, l'ensemble des participants est arrivé. Merci à tous d'être présents à ce webinaire avec un sujet bien sûr très important puisque ce sont des questions que vous nous posez sur les projets et les mises en place de la conformité. Et évidemment, pendant une heure, nous allons parcourir ce thème important qui est la résonance internationale des lois anticorruption françaises ou dit plus précisément, l'extraterritorialité des lois anticorruption et notamment de LCBFT et par ailleurs les sanctions économiques financières aujourd'hui présentent un prisme extra-frontalier que vous connaissez et que nous devons tous aborder. Et c'est un impératif pour les services juridiques, pour les compliance managers. Et aujourd'hui, cette extraterritorialité, elle a deux impératifs. D'abord, le conflit des lois de conformité et des sanctions. On parlera précisément de tout cela avec nos intervenants. Et puis, la croissance des lois anticorruption dans le monde, puisque nous ne sommes pas le seul pays, ça nous rassure, à avoir plusieurs lois qui évoluent sur ce thème passionnant de la conformité. Alors, on va regarder tout cela avec nos intervenants et puis on verra concrètement comment au quotidien vous devez appréhender, mettre en place, corroborer plusieurs textes internationaux sur la partie conformité. On fera également un autre point sur la partie cadeaux et invitations avec nos intervenants. Alors, j'accueille avec plaisir Christophe Curtelin. Je vais activer ton micro, parfait, qui est du cabinet Vasco, avec qui nous avons déjà fait des animations, notamment présentielles. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent, Bonjour, merci bonjour à bien. tous. Et puis, avec Nathalie et Christine de la solution de WAF Solutions, nous verrons il y a un angle assez intéressant qui est justement l'angle cadeau et invitation, et notamment avec le regard de la résonance internationale de cette particularité. Bonjour Nathalie. Bonjour Laurent. Alors, un agenda assez classique, bien sûr, l'origine, l'extraterritorial et le conflit des lois, nous verrons ça avec Christophe. La croissance de ces lois anticorruption, j'en parlais en introduction, et puis le fameux conflit de sanctions à l'international. On verra après, un point important, c'est comment concrètement ces lois impactent votre gestion de la conformité opérationnellement. Et puis, je le disais, nous mettrons un focus sur la réglementation cadeau invitation et quid d'une résonance internationale. Et ce sujet est souvent porté puisque on déborde sur cadeaux, invitations et même usages locaux ou même coutumes. Et comment on répond à tout ça. Voilà, un sujet passionnant pendant une heure. Alors, quelques petits éléments pratiques. Bien sûr, toutes vos questions, vous allez pouvoir les poser dans l'onglet chat ou dans l'onglet questions. On y tentera d'y répondre pendant cette heure. Sinon, post-event, post-webinar, que ce soit Christophe, Nathalie ou les consultants d'Altares tenteront de répondre à vos questions. À l'issue de ce webinar, lundi ou mardi, un email vous sera envoyé avec le replay et la présentation en format PDF. Voilà, je vois que déjà des questions sont sur ce sujet. Allez, nous commençons avec Christophe. Je te laisse la main, je te laisse la voix, Christophe, sur cette première partie. Merci Laurent pour cette introduction. Effectivement, le sujet dont on va parler aujourd'hui est un sujet important dans un monde globalisé, puisqu'en fait, on a des affaires commerciales qui sont d'un pays à un autre. Et au milieu de tout ça, en fait, on a des réglementations anticorruption qui s'appliquent bien sûr dans chacun des pays, mais également avec un volet parfois extraterritorial et la difficulté finalement pour faire des affaires à l'international. Et quand on est compliance officer, juriste, c'est d'arriver à retrouver un cap au milieu de à la fois de la réalité économique et d'un autre côté ces différentes réglementations. Alors, j'aurais pu attaquer directement par dérouler les réglementations, c'est ce qu'on va faire quand même aujourd'hui. Mais finalement, avant cette préparation, finalement, la situation que l'on vit actuellement
en fait, nous amène à changer un peu de perspective et notamment à nous interroger sur la façon de travailler que l'on a maintenant et la façon dont les entreprises, justement, vont aussi continuer à travailler. Bien sûr, toutes les réglementations que l'on voit ici vont rester en place, elles sont valides, elles restent en place. Les affaires actuellement sont un peu plus réduites, il y a moins d'activités, mais aujourd'hui, demain, dans les mois qui viennent, on voit que les frontières vont rester fermées. Et donc, ça signifie que les responsables export, les commerciaux, les acheteurs vont travailler, mais vont peut-être travailler un peu différemment. Donc ça, c'est un premier point qu'on doit aussi avoir à l'esprit. Et puis, nous tous, qui sommes les personnes de la réglementation, les compliance officers, les gestionnaires de risque, ben, c'est la même chose. Finalement, il y a une partie en télétravail, peut-être un détachement par rapport aux équipes opérationnelles. Et en plus, on nous dit que tout ce qu'on connaît maintenant, tout cet état de fait, risque de continuer demain. En tous les cas, ça ne sera pas exactement comme avant. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi à travers cette présentation aujourd'hui, c'est de vous interroger, de nous interroger finalement, comment on prend en compte aussi cette évolution dans le sujet de l'application des lois anticorruption et de la mise en place d'un dispositif anticorruption. En gros, les lois ne changent pas, mais les pratiques vont peut-être un peu évoluer et prendre en compte ces évolutions et garder ça à l'esprit tout au long de nos réflexions, ça peut être intéressant et c'est ce que je vous invite à faire aussi aujourd'hui. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet en tant que tel, avec les fameuses réglementations qui sont là et qui sont toujours là. On a d'une part, historiquement, la plus ancienne, c'est donc la loi américaine, ce qu'on appelle le FCPA, Foreign Corrupt Practice Act, qui finalement est la pierre angulaire de toutes les lois anticorruption que l'on a vu ensuite se dérouler. C'est vraiment la référence, on pourrait dire, dans le domaine des réglementations anticorruption. Qu'est-ce qu'elle a mis en place? C'est une réglementation anticorruption qui vise les agents publics étrangers. Elle vise la corruption active, c'est-à-dire celui qui commet l'acte donc, de corruption. Elle a été amendée après 77 en 98 et elle a étendu finalement sa zone d'intervention, on le verra, pour lui donner un caractère de plus en plus extraterritorial, c'est-à-dire qu'il ne s'applique pas que sur le territoire américain. Donc ça, c'est vraiment la référence des références dans le domaine des lois anticorruption. Ensuite, historiquement, on a eu la Convention OCDE qui a été poussée justement par les Américains, puisque finalement, mettre en place une réglementation anticorruption pour les agents publics étrangers, c'est bien, mais si on est le seul pays au monde à le faire, ça devient un peu compliqué. Finalement, c'est avoir un peu des semelles de plomb sur la scène internationale, puisqu'on met en place une contrainte que d'autres n'ont pas. Et donc, en ce sens, les États-Unis ont poussé à la mise en place d'une convention internationale, et notamment la convention CDE, pour que finalement d'autres pays se mettent au diapason de ces lois anticorruption. La suite, c'est donc une convention au niveau des Nations Unies. Donc là, on passe au niveau véritablement instrument mondial de lutte contre la corruption. Elle n'apporte pas grand-chose de nouveau par rapport à la convention OCDE. Elle étend un petit peu ce qu'on peut dire, faire rentrer dans la thématique de la corruption avec le trafic d'influence, le recel, le blanchiment. Et puis, elle a le mérite de donner quelques définitions de ce qu'on doit considérer comme un agent public étranger. Donc, on voit, on a des strates entre le FCPA, la Convention OCDE, la Convention ONU. Et puis, après, on arrive alors en Europe avec un texte qui a marqué pas mal les esprits, en tout cas dans le domaine,
c'est le UK Bribery Act, qui a renforcé finalement des principes qu'on connaissait au sein du FCPA américain, qui est allé plus loin, en fait, qui a renforcé certains aspects, notamment en prenant en compte justement la corruption passive, c'est-à-dire aussi celui qui reçoit. Ensuite, qui a étendu le sujet de la corruption à la corruption qu'on pourrait appeler commerciale, pas seulement les agents publics, mais aussi les intervenants privés. Et puis, elle a eu aussi, elle a étendu le côté extraterritorial, on en reviendra tout à l'heure, par rapport à la réglementation américaine où finalement les notions d'extraterritorialité sont encore plus étendues. Et donc, c'est en ce sens qu'elle est devenue aussi un texte marquant pour les entreprises qui agissent à l'international. Ensuite, on a la France qui est un peu traînée, on va dire, pour mettre en place des lois anticorruption, on va dire, dignes de ce nom, même si la France avait signé la Convention OCDE dans les années 2000. Finalement, il a fallu attendre donc 2016 pour mettre en place la loi Sapin, avec ce que vous connaissez, on va pas passer beaucoup de temps là-dessus, les programmes de conformité qui sont obligatoires pour certaines entreprises, la cartographie des risques, les due diligence des tierces parties à mettre en place, les systèmes de formation, etc., pour que finalement les entreprises disposent bien, selon les 8 piliers, d'un dispositif anticorruption. Voilà le panorama déjà des premières, on va dire des textes qu'on pourrait appeler fondateurs de la corruption. Et tout ça, bien sûr, c'est ce que l'on peut voir de notre, entre guillemets, petite fenêtre française. Mais finalement, et Laurent, on peut passer au slide suivant. On se rend compte que, au-delà de tout ça, il y a quand même pas mal de pays dans le monde qui ont des lois, anticorruption. Alors, la liste que vous voyez ici est probablement une liste qui n'est pas forcément exhaustive. On a parfois des délits qui sont proches de la corruption, mais ça donne déjà une idée de la répartition géographique dans le monde des pays qui disposent de lois anticorruption. Et si vous intervenez à l'international, avoir cette connaissance-là peut vous aider déjà à avoir une sorte de guide, de repère, de savoir si oui ou non, dans le pays dans lequel vous agissez, il existe des lois anticorruption. Pour autant, c'est pas parce que on a des lois dans un pays ou que l'on n'en a pas, à l'inverse, que l'on doit estimer que l'on est entre guillemets tranquille. Le sujet, et c'est notre sujet du jour, la question c'est l'extraterritorialité. On a des lois qui finalement permettent de sortir d'un pays et finalement d'aller poursuivre au-delà du pays. Et donc ça c'est notre slide suivant, c'est l'extraterritorialité. L'extraterritorialité c'est quoi? On va essayer de faire simple. C'est l'application du droit national, donc d'un État, d'un pays, en dehors de son territoire. Donc, elle permet à un pays, une autorité, d'agir ou en tous les cas d'avoir une influence sur ce qui se passe dans un autre pays. Et c'est là que on voit cette complexité pour une entreprise qui agit à l'international. On a vu dans un premier temps chaque pays qui peut avoir sa réglementation anticorruption, mais là on se retrouve avec une strate supplémentaire d'interférence avec des lois d'autres pays qui finalement vont ou peuvent me dicter ou peuvent interférer avec, avec mes affaires. Par principe, une loi anticorruption, elle va s'appliquer dans l'État dans lequel s'est déroulé l'acte de corruption. Ça, c'est le premier point. L'acte de corruption se passe dans tel pays, la loi s'applique
c'est simple, je peux être sanctionné. Un deuxième critère, c'est l'état de l'entreprise corruptrice, c'est-à-dire celle qui est à l'origine peut aussi être sanctionnée dans son état. Donc là, on commence à avoir deux critères pour voir l'application d'une loi anticorruption. C'est le lieu où se passe l'acte de corruption. Deux, c'est la nationalité de l'entreprise qui est à l'origine de la corruption. Donc, ça signifie quoi concrètement? C'est l'entreprise, elle doit connaître, bien sûr, les réglementations locales du lieu où elle intervient, mais également, elle doit prendre en compte toutes les filiales qu'elle a qui travaillent finalement avec un pays donné, puisqu'en fait, cette entreprise peut commettre un acte de corruption dans un autre pays. Ensuite, si on monte d'un cran pour aller plus loin sur l'extraterritorialité, avoir des éléments qui étendent finalement les conditions d'application de la loi, et là, c'est ce qu'on appelle d'autres éléments de rattachement, qu'on appelle des nexus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire qu'une loi d'un pays donné va pouvoir s'appliquer dans un autre pays. Et là, on a, selon les réglementations extraterritoriales, enfin qu'on appelle extraterritoriales, des critères, des éléments qui vont permettre un rattachement. C'est là que ça commence à devenir un peu plus complexe, parce que, on n'a pas un critère unique pour un rattachement dans un autre pays, et puis, en fait, on n'a pas forcément conscience, quand on travaille à l'international, de tous ces nexus qui vont pouvoir faire qu'une autre loi d'un autre pays va pouvoir s'appliquer à moi. Ça, c'est vraiment le principe de base de l'extraterritorialité. Ce sont ces éléments de rattachement. Alors, très rapidement, je vais vous donner quelques exemples de points de rattachement. Déjà, si on prend la loi française, justement, avec l'évolution récente de la loi Sapin II, on a un élément dans le code pénal qui dit que les infractions commises à l'étranger peuvent relever des lois françaises si c'est commis par une personne française, ok, classique, mais également par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français. Donc on voit que, à travers ce texte, je réside habituellement en France, ou j'ai une partie de mon activité économique sur le territoire français. C'est un élément de rattachement à la loi française qui peut donc s'appliquer en cas de corruption. Voilà un exemple donc de nexus d'éléments de rattachement. Un autre exemple dans la loi donc anglaise, qui est considérée comme étant très extraterritoriale. Donc on a des éléments de rattachement, ces fameux nexus. Ça peut être toute personne qui a une relation étroite avec le Royaume-Uni. Donc là, on voit déjà le côté un peu plus flou. Autant en France, c'est une activité économique. Là, c'est toute personne qui a une relation étroite. Ensuite, c'est toute entreprise également qui a des relations commerciales avec le Royaume-Uni. Alors après, on a des différentes modalités pour expliquer tout ça, mais on voit qu'une relation commerciale avec le Royaume-Uni, ça peut être relativement vague. Et ensuite, c'est tout partenaire d'une entreprise qui est soumise à la réglementation anglaise. Donc rien qu'avec ces trois modalités de la loi anglaise, on voit la puissance d'une réglementation à vocation, on pourrait dire, extraterritoriale. Elle a été écrite véritablement pour pouvoir toucher au-delà du territoire anglais. Un autre exemple, la loi américaine, qui, elle, a d'autres critères de rattachement. Alors, on est proche, hein, quand même, on a un esprit qui est proche, mais
c'est quand même pas rigoureusement identique. Et c'est ce qui crée cette complexité. On a aux États-Unis, et ça c'est historique, les entreprises qui sont cotées aux États-Unis. Ok, alors on peut se dire, globalement, nous, entreprises françaises, on n'est pas coté aux États-Unis, on est tranquille. Après, il y a quand même des nuances. C'est des entreprises qui ont par exemple des obligations de déposer des rapports périodiques auprès de l'autorité des marchés financiers, donc la SEC. Donc là, on commence à étendre. Dès lors que je dépose, j'ai besoin de faire une démarche administrative auprès de la SEC, je peux être attaché donc à la loi américaine. Ensuite, bien sûr, c'est si un collaborateur, par exemple, a une carte verte, il va être soumis à cette réglementation américaine. Ensuite, on a aussi, selon la loi américaine, donc FCPA, c'est toute personne physique, dès lors qu'elle se trouve sur le territoire des États-Unis et qui agit frauduleusement. Donc c'est juste un passage aux États-Unis et en fait l'acte de corruption est commis à cette occasion. Donc là aussi c'est un élément temporaire pour rattacher finalement des intervenants qui ne sont pas américains. Ensuite, on a, bon, alors, vous en avez probablement entendu parler, en tous les cas, si c'est un sujet qui vous intéresse, quand on utilise des moyens du commerce aux États-Unis. Alors, c'est bien sûr le dollar, les courriers, des choses comme ça. Alors là aussi, attention, il y a certaines modalités pour que ça s'applique. C'est pas aussi, entre guillemets, tarte à la crème que ça. Il faut quand même rentrer dans les détails pour voir comment on applique ces critères. Mais d'utiliser certains moyens ou instruments du commerce, c'est un élément qui peut être un élément de rattachement. Et puis ensuite, on a aussi des critères de complicité, c'est-à-dire que je suis en France et je vais être complice d'une entreprise ou d'un intervenant qui est aux États-Unis, qui lui va commettre un acte de corruption avec un effet dans un autre pays étranger, et bien en fait, je pourrais aussi être incriminé. Donc on le voit ici aussi, les États-Unis, qui ont été les précurseurs, ont une multitude d'éléments de rattachement différents, mais qui vont permettre finalement de toucher des entreprises étrangères qui ne sont pas considérées au départ comme américaines. Et c'est ce qui crée cette fameuse incertitude des lois extraterritoriales en matière de corruption. Deux autres exemples, parce qu'en fait, c'est avec des exemples qu'on se rend compte finalement de la puissance de sa réglementation, de liens de rattachement. La Chine, elle, dans sa réglementation, indique que si l'acte de corruption a été dirigé contre la République populaire de Chine ou ses citoyens, c'est un élément incriminant. Donc en fait, vous êtes à l'étranger et au final, la République populaire de Chine estime que ses intérêts ont souffert en raison de cet acte de corruption, elle pourra vous poursuivre. Mais l'acte de corruption, ce sont les intérêts de la Chine ou de ses citoyens. Donc là, on commence aussi à avoir une espèce de nébuleuse avec cet élément de rattachement. Ça devient quand même de plus en plus complexe. La Russie a également plus ou moins le même mode de fonctionnement que la Chine, avec un acte à l'encontre des intérêts de la Russie. Donc, si on prend une entreprise, par exemple, française, qui a une filiale aux États-Unis, cette société française, donc on pourrait dire la holding, à ce moment-là, elle transmet des directives à sa filiale aux États-Unis, et ces directives, sans qu'elles soient forcément directes, de commettre un acte de corruption, mais tout simplement pourrait être interprétée comme une assistance pour commettre un acte de corruption, sans que ce soit de manière très explicite. Et finalement, cet acte de corruption, in fine, va se dérouler en Chine. Eh bien, on va se retrouver dans cette situation si on prend le cheminement des trois types de réglementation, la réglementation française, la réglementation américaine et la réglementation chinoise.
on va avoir 3 réglementations susceptibles de s'appliquer à cette situation. Et alors, on le voit ici, c'est même pas de la corruption, on va dire, ouverte, puisque ça peut être simplement des directives qui viennent de France et qui laissent sous-entendre, mais sans l'exprimer clairement. Et on va se retrouver finalement impliqué avec potentiellement 3 autorités de poursuite qui vont s'estimer compétentes par cette action de transmettre des directives d'une société française à une société américaine qui ensuite va agir en Chine. Et ce qu'on constate, justement, c'est là que c'est complexe pour les entreprises que vous êtes, c'est comment, au final, on arrive à mettre en place un dispositif anticorruption véritablement efficace compte tenu de cette complexité. On n'est pas sur du binaire, on est sur des éléments à plusieurs dimensions, avec plusieurs critères d'interprétation. Et c'est tout l'enjeu de cette extraterritorialité. On va juste passer au slide suivant, Laurent. Et ici, on s'est focalisé sur quelques réglementations. Ici, je vous ai listé donc réglementation américaine, réglementation anglaise, la réglementation française. Mais finalement, dans le monde, on a on a vu quand même de réglementation anticorruption, et il y en a notamment quelques-unes qui sont ouvertement extraterritoriales. C'est celle que vous voyez ici sur la carte. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je viens de vous décrire ici peut s'appliquer à une multitude de dimensions dès lors que vous intervenez dans tous ces pays. Et ce sont quand même des pays assez développés dans lesquels une entreprise internationale a souvent des affaires. Et c'est ça qui rend l'élément complexe pour l'entreprise internationale d'agir et de prendre en compte toutes ces lois anticorruption. Alors, Laurent, on peut aller aussi au slide suivant, s'il te plaît. Pourquoi donc c'est important? Et c'est là qu'il y a des conflits et comment on va arriver à gérer tout ça et pourquoi finalement les effets vont être importants pour l'entreprise. Comment elle va pouvoir, si elle se retrouve impliquée, comment elle va pouvoir finalement se sortir de ces concurrences de réglementation qui peuvent s'appliquer à ces affaires. Déjà, on a une absence de réponse dans les conventions internationales quand on a une concurrence de réglementation susceptible de s'appliquer, donc des autorités de poursuite qui vont s'estimer compétentes. Et on a, pour commencer, la convention OCDE de 97 qui a posé des principes dits de courtoisie et de coopération entre les différentes autorités de poursuite. C'est un principe clair d'interdiction de poursuite ou de condamnation, mais ce n'est on va dire, une incitation à la concertation. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose. Donc là, on a une première limitation, quand on a plusieurs réglementations susceptibles de s'appliquer, c'est qu'on a un principe de courtoisie, mais qui n'est pas obligatoire. Ensuite, la Convention de Mérida, dans son article 41, dit que chaque État peut adopter des mesures législatives ou autres nécessaires pour tenir compte justement d'infractions qui pourraient être sanctionnées dans plusieurs États. Donc c'est à la libre initiative de chaque État ensuite de reconnaître ou pas les décisions qui auraient été prises dans un autre pays. Mais il n'y a pas non plus directement une obligation. Ensuite, donc on n'a pas de convention internationale qui oblige. Ensuite, on a le principe de la procédure pénale. C'est que normalement, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement une seconde fois pour les mêmes faits. Non bis idem, c'est ce qu'on appelle ce principe. Ça fait partie des principes internationaux. C'est reconnu dans la Charte européenne des droits de l'homme, c'est reconnu dans le Bill of Rights, issu de la Common Law, mais dans la pratique, on a quand même quelques limites. C'est très bien, on ne peut pas être poursuivi 2 fois pour les mêmes faits, tout ça c'est reconnu, mais quand même.
la Constitution américaine ne l'a pas appliqué dans le cadre de sanctions internationales. Donc déjà, on voit que la réglementation américaine, très extraterritoriale, ne reconnaît pas ce principe. Même s'il y a des tentatives, justement, on voit qu'il y a quand même des velléités d'appliquer ce principe. Mais pour l'instant, en fait, c'est pas en tant que tel reconnu. Deuxième élément qui rend cela difficile, on ne l'a pas encore évoqué, mais on peut mettre en place des sanctions négociées. C'est-à-dire que finalement, plutôt que de passer devant un tribunal, je vais négocier, mettre en place un accord. Alors, on a le Deferred Prosecution américain, Act, Agreement, pardon, et la Convention judiciaire d'intérêt public, où je mets en place finalement un accord avec les autorités de poursuite pour stopper ces poursuites. Et bien dans ce cadre-là, bien entendu, je n'ai pas été condamné, donc le principe non bis in idem ne s'applique pas. Donc on voit aussi ici une limite donc à la non-poursuite une seconde fois, c'est que quand on rentre dans le cadre d'un accord négocié, ça ne s'applique pas à ce cas. Donc ça, c'est la deuxième, pas de convention internationale, des principes de ne pas être poursuivi deux fois pour les mêmes faits, avec quelques limites à l'intérieur de tout ça. Et en outre, on a une autre difficulté, c'est quand on met en place un accord avec les autorités de poursuite, et notamment on a l'exemple des États-Unis, souvent il y a dans ces accords une clause qui indique que l'on ne peut pas faire de déclaration publique ou se défendre en contradiction avec ce qu'on a accepté dans le contrat. C'est-à-dire que j'ai négocié avec les autorités de poursuite de mettre fin aux poursuites dans un Deferred Prosecution Agreement, et les clauses vont me museler, muzzle clause, qui vont du coup m'empêcher de me défendre dans un autre pays. Et donc là, on voit encore un élément de complexité de ce côté international où j'ai plusieurs réglementations qui s'appliquent, j'ai plusieurs poursuites qui vont être engagées. Et si je mets en place un accord dans un pays, derrière, je vais, en fonction des engagements que j'ai pris avec l'autorité de poursuite, pouvoir limiter ma défense dans un autre pays. Et donc tout ça fait que l'international, les lois extraterritoriales ajoutent une couche de risque à l'entreprise quand elle a donc des affaires à l'international. Alors néanmoins, là c'était le côté pessimiste, néanmoins on a une coopération internationale qui en est à ses débuts. On le voit, les autorités de poursuite échangent, dialoguent, même si c'est sur une base volontaire, on voit que tout ça est en train de se passer. Un autre élément aussi, c'est que les entreprises commencent à être un peu échaudées par ces sujets et donc elles-mêmes essayent de coordonner. Dès lors qu'elles mettent en place des accords avec les autorités de poursuite, elles essayent justement de coordonner ces accords avec les différentes autorités de poursuite des différents pays pour éviter finalement de se retrouver dans une situation critique. Un exemple justement que l'on peut avoir, je vous souhaitais prendre, c'est le cas Airbus. Je ne sais pas, Laurent, si on peut passer au slide suivant. Qui est un cas intéressant parce qu'on a eu 3 autorités de poursuite qui se sont senties concernées, et il y en a d'autres d'ailleurs qui continuent, mais donc l'Angleterre, les États-Unis et la France, des accords qui du coup ont été mis en place de manière coordonnée, et donc c'est l'entreprise qui prend la main finalement pour arriver à coordonner et éviter de se retrouver finalement entre guillemets, trop coincé par des autorités de poursuite qui seraient en compétition complète. Donc, c'est à l'initiative de l'entreprise. Le sujet Airbus, donc, c'était des commissions versées à des intermédiaires pour essayer d'obtenir des ventes d'avions. Mais ce qu'il y a aussi d'intéressant sur le cas Airbus, c'est le côté extraterritorial, notamment, qui a été retenu pour la loi anglaise.
qui en dit long sur la possibilité pour des autorités de poursuite de s'estimer compétentes. On l'a vu, la loi UK Bribery Act est une réglementation qui permet d'être très extraterritoriale. Et dans le cas présent, Airbus, la holding qui est aux Pays-Bas, donc les autorités de poursuite ont considéré qu'elles étaient compétentes, alors que les activités de corruption ne prenaient pas place directement depuis l'Angleterre, que la holding n'avait pas directement une activité sur le territoire en Angleterre, mais néanmoins, elle a 2 filiales en Angleterre et le fameux rattachement économique a été considéré comme étant suffisant pour que Airbus relève des autorités de poursuite en Angleterre. Donc on voit ce côté extraterritorial très fort qui est encore en mouvance, en interprétation. Chaque décision, chaque implication nous donne des pistes, mais on voit que même avec des actes de corruption qui ne se sont pas passés en Angleterre, une holding simplement qui est dans un autre pays mais qui est défilée en Angleterre, on peut trouver un élément de rattachement avec l'Angleterre. Et ça, c'est assez intéressant à noter quand on a des activités à l'international, de voir jusqu'à quel point on peut se retrouver impliqué. Donc, si vous avez par exemple simplement une filiale en Angleterre et qu'un acte de corruption se passe dans un autre pays par une autre filiale, on peut imaginer que les autorités anglaises s'estiment compétentes pour la poursuite en cas de corruption. Slide suivant. Donc concrètement, je dois mettre en place un programme anticorruption, un dispositif anticorruption. Qu'est-ce qu'il est conseillé de faire? Naturellement, on doit mettre en place un programme anticorruption qui est le plus global possible, c'est-à-dire prendre en compte des lignes directrices qui soient susceptibles de s'appliquer à l'ensemble de mes activités. Mais néanmoins, je ne peux pas faire abstraction des réglementations locales, donc du pays dans lequel j'ai mes activités. Donc voilà, j'ai des activités en Chine, j'ai des activités aux États-Unis. Je dois prendre en compte aussi cette réglementation locale. Et en outre, je dois, en raison de toutes ces activités, ces réglementations extraterritoriales, prendre en compte les fameux nexus, c'est-à-dire les éléments éventuels de rattachement. On n'aura jamais quelque chose qui sera parfait, mais on ne peut pas ignorer tous ces éléments de rattachement à une autre réglementation pour essayer de trouver le juste milieu pour protéger l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui souvent est oublié, en tout cas pas suffisamment pris en compte de ces interactions et d'arriver à trouver finalement, en fonction de ces critères de rattachement, un élément qui, en tout cas, le prendre en compte. On ne peut pas ne pas le prendre en compte. Slide suivant, Laurent. Donc, les points d'attention, j'appelle ça dans le monde d'hier. Alors, pourquoi? C'est ce que je reviens à l'introduction. C'est bien sûr la corruption. En fait, il y a tout ce qu'on connaît et qui existait et qui va probablement continuer à exister. Mais tout ça, ça va petit à petit. Il n'y aura pas que ça en tous les cas. Donc, les rencontres dans des lieux étonnants, les organisations d'événements parrainées par entreprises. Est-ce qu'on a ou pas le personnel, des business trips qui sont donc pas forcément dans des pays où on a des activités. Donc, tous des éléments, des red flags, en tous les cas, qui devaient être des points d'attention. Dans un monde, Laurent, on peut passer au slide suivant, dans un monde finalement où on a ce fameux virus, moins de voyages, plus de travail à distance, finalement, on va peut-être avoir des évolutions sur ce qu'on considère comme étant des pratiques de corruption. Et tout ça, on doit déjà l'intégrer. On ne peut pas en faire abstraction. On doit déjà se dire comment les lois sont toujours là, hein, toutes les lois qu'on a vues, les lois anticorruption, le fait d'avoir de l'extraterritorialité, mais j'ai des pratiques qui vont s'ajouter. Et tout ça, on doit donc l'intégrer. Et le virus
c'est pas que le virus, c'est simplement des modes de travail qui sont en train de se digitaliser davantage. Et donc, comment on l'intègre dans un sujet anticorruption? Donc, Laurent, on peut passer au slide suivant. C'est des nouvelles formes de corruption avec des cadeaux, par exemple, qui vont se faire par Internet en quelques clics, des abonnements pour des clients, plutôt que de remettre quelque chose en main propre. Donc, quelques clics simplement pour faire un cadeau. Des virements bancaires par vos commerciaux, et ça, on a déjà la pratique en Chine, où ils utilisent beaucoup WeChat Pay et Alipay pour faire des virements depuis leur téléphone portable. Donc ça, ce sont des nouvelles pratiques que le digital va faire remonter et qu'on ne peut pas ignorer. En tous les cas, une entreprise qui travaille à l'international, à l'heure actuelle, le digital elle doit aussi l'intégrer. Ensuite, on a aussi, en période de crise, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des traitements de faveur en fonction de la crise sanitaire d'agents publics en facilitant l'accès à des masques, à des traitements, sont des nouveaux éléments qu'on doit prendre en compte. Ensuite, de la corruption pour éviter des mesures sanitaires et avoir un business, des détournements d'équipements sanitaires pour influencer une décision. Tout ça, ça va faire partie finalement de nouvelles thématiques que je vous invite à aborder dans vos programmes dispositifs anticorruption, parce que ça fait partie de la vie que l'on a et on ne l'avait pas forcément à l'esprit dans les précédents dispositifs, mais tout ça est en train probablement de s'accélérer. Et quand vous faites vos cartographies des risques, en tous les cas, intégrez ces nouvelles pratiques. Slide suivant, Laurent, j'en terminerai par là. Donc la gestion à distance, qui de fait est là, on l'a vu, des commerciaux, des export managers qui sont peut-être chez eux, qui rencontrent moins les clients, qui font du télétravail. Tout ça, pour vous, entreprise, comment piloter finalement des programmes anticorruption? On a moins de présentiel, donc il faut intégrer le fait que le monde ne s'arrête pas, les lois que l'on a vues, les lois extraterritoriales continuent à exister, mais derrière, en fait, on a de plus en plus de digital, et donc ce qu'on peut conseiller, c'est renforcer vos KYC, notamment avec les outils digitaux. Alors bien sûr, Altares est en première ligne, mais tout ça, ça fait partie du travail quotidien que l'on doit faire et rappeler, notamment aux intervenants à distance, les export managers, etc. Ensuite, on doit aussi impliquer la gestion des tiers qui ne sont pas forcément rencontrés, c'est-à-dire tous les consultants, les agents. Comment, dans ce monde digital, on les implique beaucoup plus à respecter nos principes, alors sur des bases contractuelles, sur la base de formation, d'engagement, et tout ça dans le monde digital aussi, on doit le renforcer, les impliquer davantage. Et puis aussi, à des moments, quand on est vraiment sur des sujets très importants, se poser et faire une photographie avec des legal opinions de conformité pour se dire, voilà, on a une opération qui est vraiment importante et on la décortique complètement, y compris dans ce monde digital, pour voir où seraient les points de frottement et être capable de l'identifier, de les vérifier avant de faire des affaires. Et ça, c'est des choses que on conseille et qu'on voit de plus en plus. C'est sur les grosses opérations, être capable de faire de véritables legal opinions sur une situation pour faire remonter les red flags, et notamment dans ce monde digital, ça devient d'autant plus important puisqu'on a moins d'éléments matériels. Voilà, j'en terminerai par là. Merci, merci Christophe. Je ne sais pas si vous m'entendez bien tous. Merci Christophe pour cette partie-là. Alors, il y a pas mal de questions, Christophe, qui sont partagées. Ce que je vous propose, c'est qu'on aborde la partie cadeaux et invitations avec Nathalie. Christophe, je vais te transmettre les questions assez techniques et pointues. Et puis, tu te feras un plaisir de répondre à nos participants sur ces questions-là. Donc, dès qu'on a fini, je t'envoie tout ça. Voilà, donc, alors, un autre angle sur la partie extraterritorialité des lois, cette partie cadeaux et invitations.
Est-ce qu'il y a une résonance internationale? Tu l'as un petit peu abordé, Christophe, avec notamment les nouvelles pratiques. Nathalie, si on peut regarder cela rapidement, il nous reste à peu près une dizaine de minutes, Oui, et partage avec toi ton expérience sur ce sujet. d'accord. Alors, pour prendre le relais de Christophe, donc effectivement, on peut se poser la question légitimement, pourquoi une politique cadeau-invitation? D'abord, c'est une marque d'hospitalité, ça fait partie de l'éthique et de la déontologie, et puis c'est un élément de base du programme anticorruption. C'est à intégrer dans le code de conduite de l'entreprise ou dans la charte éthique. Donc ça doit être fait en accord avec les réglementations et aussi parfois beaucoup de normes internationales qui s'y réfèrent. On peut avancer. Laurent? J'arrive. Voilà. Alors, avant, effectivement, on se disait c'était mieux. Le monde d'avant, moins de règles, moins de lois, mais surtout, en fait, on fermait les yeux sur des pratiques qui étaient plus libres et puis finalement non contrôlées. Alors, aujourd'hui, la réglementation, on l'a vu avec Christophe, par pays a pris l'ascendant et on a de plus en plus de réglementations qui sont liées à l'anticorruption. Et quasiment toutes les réglementations, elles prennent en compte finalement ce besoin qui est lié à ces politiques cadeaux, invitations. Et puis à ça, s'est rajouté finalement des règles corporate. Beaucoup d'entreprises ont mis en place ces fameuses politiques chartes éthiques et puis règles corporate qui lui sont propres. Et tout ça, ça répond à des besoins d'éthique, de déontologie qui sont croissants. Et avec l'ère de l'avènement de la transparence, et puis on voit bien que finalement aussi, c'est l'image de marque de l'entreprise qui fait partie aujourd'hui du capital intégrant de l'organisme, de l'entreprise, de plus, si elle est internationale. On peut avancer. Là, je vais relancer la main à Christophe qui va juste faire un petit panorama finalement des différentes lois brièvement. Christophe? Ton micro est coupé, Christophe. Voilà, je l'ai réactivé. On t'entend, Christophe. Bon. Je vais continuer alors, parce que Continuer. peut-être que ça sera plus facile vu le temps qui nous reste, et puis peut-être qu'il y aura peut-être des questions derrière. Donc, on va peut-être pas insister sur l'ensemble des lois que Christophe a beaucoup détaillées, mais on voit bien que sur les différents États, ça a été une préoccupation importante. Et celles qu'on a notées, finalement, qui sont aujourd'hui prépondérantes, elles sont en France, elles sont aux États-Unis et elles sont en Grande-Bretagne, tout simplement parce que on vient elles ont été émises par les États-Unis et puis elles ont été dupliquées et elles ont été réalisées également en équivalence en France et en Grande-Bretagne, avec des nuances quand même, parce qu'elles sont différenciées en fonction des pays et on voit de la façon dont on doit les appliquer. Et c'est en ça que finalement c'est contraignant, parce que bien souvent les groupes internationaux mettent en place une politique cadeau, invitation qui est globale pour le groupe, et pour autant il faut s'adapter aux différentes réglementations locales. Voilà, on peut avancer. Alors, je voulais aussi vous faire un focus finalement sur des normes. Et la norme ISO 37001, qui est une norme, un système de management anticorruption, la 37001, elle date de mars 2017. Elle met en avant finalement cette partie cadeau et invitation, parce que l'organisme doit mettre en œuvre donc, toutes les procédures qui sont conçues pour pouvoir prévenir finalement ce risque. Alors, c'est le chapitre 8 de la norme, donc dans la réalisation des activités opérationnelles, et plus précisément le 8.7. Et après, c'est repris dans des annexes. Parce que ce chapitre-là, il est très dense. La partie 8.7, elle est assez courte. Et puis finalement, on arrive à des annexes qui sont assez étayées. Et dans ces annexes, finalement, on retrouve un condensé des pratiques. Et c'est très peu éloigné, finalement. On est très proche de ce que fait Sapin 2, par exemple. Elle n'est pas aussi loin que finalement la partie extraterritoriale, mais elle donne toutes les bonnes pratiques et tout ce qui est nécessaire de mettre en œuvre pour pouvoir faire respecter finalement les politiques cadeaux et invitations de l'entreprise. Et en fait, tous ces avantages et de référence, elles doivent être pratiquées de façon transparente. Ça interdit totalement finalement des pratiques déraisonnables. Et on va les voir juste après comment elles doivent être déroulées dans les entreprises. Donc juste après, Laurent, le slide suivant.
J'ai trouvé intéressant de vous mettre en avant finalement les pratiques de l'IFBEC. L'IFBEC, c'est le Forum international sur les pratiques en matière d'éthique professionnelle qui s'applique à l'aéronautique et à la défense. Et ils ont mis en avant, ils ont travaillé finalement sur quelque chose d'assez simple et qui peut être facilement dupliqué dans les entreprises. Ça répond, c'est en 4 actes. Le premier, comply with the regulation, c'est en fait n'offrir que des cadeaux, des invitations qui sont conformes à une loi applicable et aussi à la politique interne de l'entreprise. C'est facile à entendre, c'est tangible, ça permet de se positionner. La deuxième, c'est be reasonable. Donc, en fait, tout ça ne doit pas être des cadeaux extravagants. Ça ne doit pas remettre en question la pertinence d'offrir un cadeau ou d'une marque d'hospitalité. Mais par contre, quand ce n'est pas raisonnable, c'est totalement proscrit. La troisième, c'est be responsible. Il faut bien faire preuve de bon sens, d'expérience et de professionnalisme. Donc, pour évaluer finalement si un cadeau, une invitation, il peut être offert ou accepté. Et le dernier, qui est non des moindres, c'est keep records. C'est en fait tenir des registres qui tracent finalement toutes les opérations de façon transparente, surtout à partir du moment où on est dans un cadre où l'entreprise a émis une politique corporate pour toutes ces pratiques cadeau-invitation. Et on peut aller au slide suivant. Alors, finalement, une fois qu'on a dit tout ça, on a la réglementation, on a les règles corporate, je vous ai donné là finalement les prérequis d'une politique cadeau-invitation qui est réussie et qui permet finalement d'être applicable dans l'entreprise et de façon opérationnelle. Ce qui est très important au départ, c'est l'engagement des dirigeants. Ça, je veux dire, on ne peut pas y couper. C'est comme dans toute programme compliance efficace, l'engagement de l'instance dirigeante. J'allais dire, en plus, dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, c'est l'exemplarité, elle va être regardée au plus près. Une politique cadeau et invitation, elle doit être aussi élaborée en concertation avec les différents départements. Ça, c'est vraiment une bonne pratique, c'est-à-dire d'où on part, quelles sont les pratiques, comment est-ce que finalement, dans un pays, les marques d'hospitalité sont réalisées. Il y a évidemment des différences entre ce que la Chine perçoit, entre ce que l'Europe perçoit, et finalement, une marque d'hospitalité, un cadeau, fait partie finalement des règles et puis des pratiques du business. Les pratiques, elles doivent être encadrées et elles doivent être acceptées finalement par toutes les parties. Et ça veut dire de se mettre d'accord sur un montant maximum, la fréquence des invitations ou des cadeaux. Et puis idéalement, co-construite avec les départements des différentes de la société. Et il faut surtout ne pas oublier de mettre en avant des exemples. Parce que quand on parle de politique cadeau-invitation, on dit, voilà, soyez raisonnable. Soyez raisonnable, c'est subjectif. On a besoin de quantifier, de chiffrer les choses. Derrière, il va y avoir des opérationnels, les employés vont devoir l'appliquer. Donc, sans exemple, point de politique cadeau-invitation qui soit directement applicable. D'ailleurs, la loi Sapin 2 souligne bien, c'est même pas la loi Sapin 2, c'est le projet AFA finalement qui met en avant les pratiques en demandant finalement des exemples concrets et précis pour retenir le fait qu'une politique cadeau-invitation est opérationnelle. Alors, une fois qu'on a fait ça, il faut aussi que les formations soient accessibles facilement et qu'elles soient comprises par les différents intervenants. Et là, je veux dire, on a besoin de toucher tout le monde, on a besoin de toucher l'ensemble des personnes qui sont les employés d'entreprise, mais aussi finalement ceux qui sont directement concernés et les plus concernés. Donc, tout le monde, oui, mais aussi de façon ciblée, c'est-à-dire ceux qui sont directement touchés, je pense aux acheteurs, je pense aux commerciaux, je pense aux managers. Et un des derniers liens, ça va être aussi de conserver finalement la preuve dans un registre de toutes les dérogations et les autorisations qu'on a demandées par rapport à une règle qu'on a émise. Donc, et puis, très important de ne pas oublier finalement un contrôle a posteriori. On a mis en place beaucoup de choses, on a mis en place des procédures, on a mis en place des règles, on doit mettre en place un contrôle. Et ça, c'est valable pour tous les éléments. Alors, on peut aller au slide suivant. Alors, finalement, quelles sont les étapes? Une fois qu'on a on est convaincu des bonnes pratiques, les étapes qu'on va devoir mettre en place et qu'on va devoir gérer. Eh bien, la première, Christophe nous l'a rappelé, quelles sont les lois, identifier quelles sont les lois qui sont applicables dans chaque pays dans lequel on intervient. C'est fondamental, mais elles sont différentes et elles sont différenciées.
Donc, effectivement, les lois applicables en France ne sont pas les mêmes applicables aux États-Unis que dans d'autres pays du monde. Ensuite, on doit évaluer finalement avoir une évaluation générale des risques de corruption et qui sont en lien avec les politiques cadeau-habitation. Et ça, surtout, avec finalement la culture qui a lieu dans chaque pays dans lequel vous intervenez. On ne peut pas dupliquer des règles communes à ce qui se passe finalement en Asie, dans certains pays d'Asie, et puis en Europe ou aux États-Unis. On doit publier finalement une politique cadeau-habitation qui doit être conforme à la loi, mais aussi à quelque chose qui soit conforme par rapport au groupe, c'est-à-dire à la culture du groupe et aux règles du groupe. Et dedans, on doit retrouver les autorisations de conformité avec le seuil, les fréquences, et puis qui, c'est-à-dire rendre opérationnel. Et enfin, mettre en place un registre des cadeaux et des invitations qui assure parfaite transparence et qui trace finalement les invitations et les recours aux autorisations demandées. Et former les équipes. Alors, je vais vous prendre à ce stade un exemple, notamment d'une entreprise qu'on peut voir du CAC 40, qui met en place une politique cadeau-invitation, qui est une entreprise mondiale, qui opère en France et dans d'autres pays du monde, et qui met en avant un certain nombre de règles et de principes. Et dedans, elle dit le cadeau doit être modeste, il faut assurer une fréquence raisonnable, etc. Mais ça, ce sont de grands principes. Il faut après, derrière, pouvoir décliner de façon opérationnelle. Parce que être modeste, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire et quel montant ça requiert? La fréquence raisonnable, oui, mais combien? 2, 3, 4 fois par an? Je veux dire, on a besoin là d'aller plus loin dans la déclinaison, c'est-à-dire les grands principes, oui, mais il faut aussi rendre opérationnel finalement toutes ces règles. Voilà, et c'est là que l'enjeu va être le plus important. On peut aller au slide suivant. Donc, c'est là qu'intervient finalement le digital une fois de plus, parce que chaque jour, tout est possible, et on voit bien que ce que Christophe nous a démontré tout à l'heure, que les cadeaux et les invitations sont en train d'évoluer vers effectivement des pratiques différentes aujourd'hui par le monde du digital, mais qu'en même temps, ça permet aussi d'avoir un pilotage des règles et de l'application des règles de l'entreprise. Comment finalement le digital va pouvoir être utilisé pour appliquer et rendre opérationnelles les règles corporate que l'entreprise aura émises. On peut avancer. Alors, si on est convaincu que finalement le digital va permettre justement tout ce pilotage, il va permettre surtout l'information et la formation des collaborateurs, d'établir aussi dans chaque pays, et surtout dans la langue du pays, parce que ça, c'est aussi super important, parce que c'est effectivement bien d'avoir des règles corporate sur l'ensemble, mais aussi qu'elles soient adaptées à la langue du pays. Les workflows doivent être designés de façon, je dirais, intégrée, où on a finalement toutes les personnes qui interviennent dans les principes d'autorisation selon les principes juridiques, avec formation, seuil, fréquence, c'est-à-dire comment on dessine finalement une architecture et une matrice de décision avec les opérationnels. Le commercial qui va avoir un besoin, à qui va-t-il demander? À son supérieur hiérarchique, au directeur de l'éthique. Et là, on va devoir revenir vers la loi qui s'applique dans le pays dans lequel on opère. On peut avancer. Et puis, on aura besoin d'outils probatoires. On aura besoin d'outils pour tracer finalement l'ensemble des éléments, de gérer les alertes pour les autorisations, pour les refus, ou si on s'interroge sur finalement, est-ce que ce cadeau, je peux l'accepter? Est-ce qu'il est modeste? Est-ce qu'il est éthique? Et puis, le staff, le COMEX, le conseil de surveillance ou le conseil d'administration aura besoin finalement d'éléments tangibles pour pouvoir s'interroger en disant, et finalement, est-ce qu'on respecte l'ensemble des réglementations? Est-ce qu'on respecte les règles corporate? Et ça, c'est parce qu'on aura obtenu ou mis en place un pilotage donc centralisé et délégué de la conformité. En fait, la dématérialisation, elle permet le déploiement capillaire de la formation et elle peut être segmentée par fonction dans l'entreprise. Elle concentre finalement tous les avantages. Quelle que soit la localisation des opérationnels, ça peut permettre la remontée centralisée de toutes les dépenses qui pourront être dispensées pour leur niveau, avec le niveau de responsabilité et la fonction. Elle permet la transparence, donc ça garantit cette forme de transparence, et un pilotage finalement qui est ultra simplifié. Et une égalité de traitement par fonction. Et elle peut aller finalement assez loin en termes de gestion et de transparence. On peut avancer.
Alors là, nous, on a choisi de mettre en place finalement une solution complètement digitalisée et qui répond à toutes ces attentes juridiques et qui interroge finalement les opérationnels. Et là, on voit cette application qui est faite sur téléphone portable et où on interroge les opérationnels là, sur la partie formation, qui est un des éléments tangibles sur lesquels il faut répondre, sur la capacité de l'entreprise à répondre à ce besoin de formation et de compréhension de la formation. De la même façon, on a un besoin qui est lié à l'autorisation. C'est-à-dire que le même type de questions peuvent se poser au fil de l'eau. Et là, c'est important de réagir en temps réel, d'avoir finalement l'outil qui va permettre de répondre à ces questions, d'avoir quelqu'un qui répond, puisqu'on a mis en place le workflow qui va bien derrière, et puis derrière, un tableau de bord qui va permettre de gérer les alertes et de gérer les attentes, les questions et les réponses qui vont devoir être opérées juste derrière. Voilà. Est-ce qu'on peut avancer? Voilà. Et donc là, on arrive à la fin de notre présentation. J'ai essayé de faire très très court sur ce sujet-là et pour rattraper un petit peu le temps, mais je veux dire, bien évidemment, je suis à disposition s'il y avait d'autres questions ou d'autres sujets qui apparaissaient sur cette politique cadeau et invitation, bien évidemment. Merci bien Nathalie, merci Christophe. Alors, comme je l'ai précisé, comme ça a été précisé dans les chats et dans les questions, ce qu'on va faire pour les questions qui sont plus destinées à Christophe, ce qu'on va faire, c'est que on va transmettre les questions à nos consultants et à Christophe Curtelin pour qu'ils puissent y répondre. Je pense que Christophe, il te fera un plaisir d'apporter des détails sur ces questions qui sont très très pointues, très techniques. Et on essaiera également dans l'email de remerciement de mettre les questions et les réponses afin que vous puissiez tous bénéficier des réponses de nos consultants et puis des intervenants, que ce soit donc Christophe et puis Nathalie. Vous le savez, ce webinaire il était enregistré, vous aurez le replay. Je vais couper les micros, hop, voilà, c'est fait. Donc il va être transmis en replay et en PDF. Et je vous disais, l'ensemble des questions, on y répondra par réponse dans cette lettre de remerciement. Juste une chose, les réponses qui sont dans le chat, donc, qui sont donc visibles par tout le monde, on y répondra de manière globale. Les questions qui sont dans l'onglet questions, on suppose que vous ne souhaitez pas voir que les autres voient votre question. Là, on y répondra en direct auprès de votre email que vous avez mentionné dans l'inscription. Merci à tous, merci bien, prenez soin de vous et merci Nathalie, merci Christophe pour ces informations. Merci bien.